Mesdames et messieurs, bonsoir. Le quorum étant atteint, j'ouvre ce conseil municipal, le dernier de l'année 2016. Monsieur Vigne a donné procuration à Monsieur Penn, Monsieur Madrona à Monsieur Fratta, Madame Latrille à Madame Boiry, Monsieur Paul à Monsieur Curette. Point numéro 0, approbation du compte rendu du conseil municipal du 14 novembre 2016. Y a-t-il des remarques? Non, je le soumets donc à votre vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? D'accord. Monsieur Paul, vous votez pour Monsieur Paul aussi? Okay. Je vous remercie, le compte rendu est approuvé. En point numéro 0 bis, je voulais revenir sur le conseil municipal du 14 novembre dernier, puisque nous avons eu plusieurs échanges et plusieurs points de désaccord sur un certain nombre de points, et notamment sur celui de la saisine de la commission d'appel d'offres pour justement ce qui concernait le bureau d'études que nous avons pris d'Alarchi pour l'opération Cœur de Ville. Donc nous avons consulté l'ADAC, donc l'agence départementale d'accompagnement des collectivités, qui nous accompagnait sur ce dossier. Et je vais vous lire ce que son directeur, M. Daniel Tulsa, nous a dit sur cette question. Donc l'article L. 1414-2 du Code général des collectivités territoriales, modifié par l'ordonnance numéro 2015-899 du 23 juillet 2015, article 101, prévoit que, je cite, « Les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure au seuil européen, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres. Cette commission d'appel d'offres n'intervient de manière permanente qu'à l'égard des marchés publics passés selon une procédure formalisée, ce qui n'est pas le cas des MAPA. » Marché pour procédure adaptée. La compétence de la commission d'appel d'offres pour désigner le titulaire du marché n'est donc plus liée à une procédure de mise en concurrence, mais au montant du marché et qui doit être supérieur au seuil européen, c'est-à-dire 209 000 € pour les fournitures et services et 5 225 000 € pour les travaux. Par conséquent, la saisine de la commission d'appel d'offres n'est pas obligatoire pour cette consultation de maîtrise d'œuvre dont le montant est inférieur à 209 000 € hors taxe. Donc voilà, simplement pour revenir sur notre désaccord du conseil municipal dernier, nous n'avions effectivement pas la nécessité de saisir la commission d'appel d'offres. Ensuite, quant à la question de la commission de délégation de services publics, vous nous avez interrogé sur la possibilité de remplacer les délégués titulaires et suppléants, à savoir M. Paul et M. Curette, sur cette commission de délégation de services publics pour des difficultés d'agenda. Ce que, du coup, c'est justement, encore une fois, c'est la préfecture qui nous a renseigné. Et justement, ils nous disent que ce n'est pas possible, parce que tant qu'il est possible de remplacer les membres titulaires par des suppléants, l'élection d'une nouvelle commission n'est pas nécessaire. Donc ça devrait se faire par élection de nouvelle commission, et ce n'est pas nécessaire dans ce cadre-là. Voilà. Tout ça pour revenir là-dessus. J'indique aussi, je renouvelle ma déception, c'est la troisième fois que la commission de délégation de services publics est quelque chose d'absolument fondamental, puisque c'est là où nous renégocions, en tout cas nous discutons des offres pour les futurs prestataires, le futur prestataire, celui qu'on choisira sur l'eau et l'assainissement pour les 13 prochaines années à Vic, et pour la troisième fois consécutive, le groupe minoritaire n'a pas été représenté ni par son titulaire, ni par son suppléant, sachant que effectivement ces convocations sont adressées par courrier recommandé et qu'en plus l'un de mes adjoints, celui de l'environnement, avait pris la peine de téléphoner aux membres du groupe minoritaire de cette commission pour s'assurer de sa présence une troisième fois. Donc je le regrette, et il sera difficile de dire que pour des choses aussi importantes, vous n'êtes pas associés, puisque ça fait la troisième absence. Voilà. Dernier point également que je voulais justement rappeler par rapport aux dernières discussions du conseil municipal précédent, celui du 14 novembre.
Nous avons été interpellés, j'ai été interpellé sur le fait que justement le contenu du travail de cette commission de délégation de services publics pouvait être échangé au sein des groupes de manière à ce qu'il y ait une discussion libre et même rendue publique, on m'a dit. Je réitère le fait que c'est strictement impossible. Je rappelle que dans vos convocations, vous êtes soumis au secret et je vais tout simplement expliquer pourquoi. On négocie ce qui sera les conditions de travail de notre futur concessionnaire pendant les 13 prochaines années. Il s'agit d'un contrat qui sera de l'ordre de 11, 12 ou 13 millions, tout dépend de ce qu'il englobe, et plusieurs acteurs importants sont mis en concurrence. Ces acteurs ne connaissent pas les offres de leurs concurrents. Et la libre circulation des informations que nous avons dans cette commission pourrait conduire à une fuite de ces informations, ce qui serait une négation de cette concurrence et qui pourrait entraîner, je dirais, des interrogations, voire davantage, de la part de ces prestataires. Donc, pour que cette négociation se fasse dans des conditions justes et sereines et conformément à la loi, il faut le plus grand secret sur le contenu des offres pour lesquelles ont répondu ces 3, puisque j'avais indiqué qu'il y en avait 3, candidats à être prestataires de services de la commune pour l'eau et l'assainissement dans les 13 prochaines années. Voilà, j'espère que j'ai pu mettre au clair un certain nombre de choses qui ne l'étaient pas il y a un mois, et en tout cas vous assurer du bon fonctionnement de cette municipalité. Nous allons donc passer maintenant au point numéro 1, et j'ai le plaisir d'accueillir dans notre conseil municipal M. Jean-Claude Dasque, qui remplace Mme Corinne Viéville. Je lui souhaite la bienvenue autour de cette table, et il sait à quel point je suis ravi, et nous sommes tous ravis de sa présence parmi nous. Nous devons également voter, puisque pour des raisons d'équilibre de commission, mais je tiens à dire que ce sera temporaire après les discussions que j'ai pu avoir avec M. Dasque, le fait que M. Dasque prendra la suite temporairement, je dis temporairement parce qu'il pourra justement avoir une observation plus précise de ce qui se passe dans la mairie et peut-être changer de commission au cours de l'année qui vient. On verra, ce sera des discussions qu'on aura. Mais justement, la suite de Mme Viéville dans différentes commissions, c'est-à-dire dans la commission FET et dans la commission Office du commerce. Y a-t-il des oppositions à ce sujet? Des abstentions? Je vous remercie. En point numéro 2, je souhaite également donner suite à une demande de M. Noguer qui, compte tenu de son emploi du temps et de son engagement, je dois dire, qui est déjà extrêmement chronophage sur d'autres commissions, et qui souhaite ne plus siéger au conseil d'administration du LECTAF, tout simplement par manque de temps, et temps qu'il consacre sans compter à d'autres commissions, et notamment sur les questions d'eau et d'assainissement, mais pas que. Nous proposons que ce soit M. Jean-Pierre Vergès qui prenne sa suite au conseil d'administration du LECTAF. Madame Corsini. Je crois que c'est vous, Madame Corsini. Comme vous ne l'avez pas annoncé, je le précise. Très bien. Alors avec un suppléant, mais je crois que du coup le suppléant ne change pas, c'est simplement pour l'élection du titulaire. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci pour cette unanimité. Je passe maintenant au chapitre finances et à l'attribution des subventions complémentaires aux associations locales, et je donne la parole à Madame Boiry. Dans sa réunion en date du 8 décembre, la commission mixte Finances et Sport a travaillé sur les dotations en subventions complémentaires aux associations pour l'année 2016 et a fixé un montant total de dotations supplémentaires à 10 200 €. Lors de cette commission, j'ai précisé que les subventions données aux associations n'étaient pas la seule aide octroyée par la commune aux associations, et j'ai tenu à repréciser les aides indirectes de la collectivité, à savoir
les prêts de salle, les fluides, les matériels, les heures agents lors de leurs différentes interventions et manutentions. Y a-t-il des questions sur ce point? Tu veux développer un peu plus? Ça a été débattu en commission mixte le 8 décembre. Y a-t-il des questions sur ce point? Monsieur Mediamol. Oui, je voudrais poser une question. Il y a 2 clubs sportifs qui semblaient éprouver des difficultés, le rugby et le basket. Je voudrais savoir si vous avez des informations sur leur situation actuelle, leur avenir, et sur quelles seraient les éventuelles conséquences par rapport aux subventions municipales. Patrick, peut-être, Monsieur Roucault, si vous voulez bien. En ce qui concerne le rugby, l'ensemble du club, à part les équipes seniors, continue en entente, c'est-à-dire des juniors à l'école de rugby. Je sais que les dirigeants sont en train de travailler pour pouvoir redémarrer la saison prochaine. Et en ce qui concerne le club de basket, je sais qu'il y a une réunion en préparation pour le mois de janvier pour essayer de refaire repartir un club. Voilà où ça en est. Il n'y a rien d'officiel pour l'instant, mais des personnes travaillent dans ce sens pour les 2 associations. Pour les subventions. Simplement le micro. Non, c'était pour la suite pour la subvention. Pour les subventions, il faudra voir au mois de mai, au mois de juin, où les associations en seront. Pour l'instant, on n'a pas de vue sur le futur. Donc pour compléter ce que vient de dire M. Roucault, effectivement pour ces 2 clubs, il y a des personnes très volontaires pour faire repartir ces 2 clubs qui sont dans des situations pas tout à fait équivalentes, mais en difficulté, pour des questions principalement d'organisation. Pour l'an prochain, on repratiquera notre même politique en matière de subventions, à savoir nous gardons l'enveloppe de 100 000 euros. Nous distribuons à peu près 9/10 de cette enveloppe pour une première partie des subventions. On recueille les demandes de chacune des associations et en fonction de ces demandes, on les limite à un pourcentage de leur budget et le pourcentage maximum pour chacune qu'on peut donner. Cette année, je crois que c'était 11% du budget. Il se peut, s'il y a davantage de demandes, qu'on descende à 9%, 10%, ou peut-être qu'on augmente à 12%. Et ensuite, les 10 000 euros qui restent, on les reventile en fonction des besoins des associations et de leurs demandes, sachant qu'une association, en général, ça a besoin d'argent et quand ça ne va pas très bien, et quand ça va très bien. Parce que quand ça ne va pas très bien, c'est peut-être pour des questions financières, qu'il n'y a pas assez d'adhérents, etc., il peut y avoir des difficultés. Mais quand ça va très bien, ça veut dire aussi qu'il y a eu des gens qui ont mieux réussi, donc il y a eu des déplacements et des dépenses imprévues. Et du coup, c'est pour ces 2 cas de figure principalement que nous gardons une petite soupape en fin d'année. Madame Corsini. Oui, les 2 associations sont, semble-t-il, ou en tout cas déclarées déficitaires. Est-ce que la commune a contrôlé donc les budgets et les déficits exposés? Pas à ce stade, mais vous savez qu'elles sont déclarées déficitaires? C'est ce qui se dit. Moi, je n'ai pas eu... vous savez que j'essaie de m'éloigner le plus possible du candidaton, et en tout cas en termes de faits, et quand j'ai reçu les différents dirigeants, je n'ai pas eu cette information. Mais effectivement, avant de redonner une quelconque subvention, on aura une attention toute particulière sur ces 2 clubs et sur l'état de leurs finances. Y a-t-il d'autres questions sur ce point? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 4, attribution de l'indemnité de confection budgétaire et de conseil au receveur municipal. Madame Boiry. Donc ce point a été également vu à la commission des finances du 8 décembre et je vous propose d'octroyer au receveur pour ses indemnités de conseil pour l'année 2016 un montant de 855,55 €. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie.
Point numéro 5, sur le renouvellement de la ligne de trésorerie, et c'est encore des finances, donc c'est Madame Boiry. Donc c'est un point qui a été également vu à la commission des finances du 8 décembre. Nous avions établi une ligne de trésorerie en 2015 pour une durée d'1 an que l'on n'a pas utilisée. Nous avons mis en concurrence des établissements bancaires pour renouveler cette ligne de trésorerie à hauteur de 150 000 euros. La meilleure proposition qui a été retenue par la commission des finances est la proposition de la Banque populaire pour des conditions de taux T4M plus 1,50%, commission de réservation à 300 euros pour une durée de 12 mois. L'avantage de cette proposition, c'est que si la ligne n'est pas activée, les frais se limitent à 300 euros et il n'y a pas de frais supplémentaires, contrairement aux autres propositions des autres banques. Y a-t-il des questions sur ce point numéro 5 ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Donc 6 abstentions. Point adopté. On passe maintenant au point numéro 6, qui est un point particulièrement important, puisqu'il s'agit d'approuver pour une bonne et dernière fois le plan local d'urbanisme, le PLU, sur lequel nous travaillons quasiment depuis notre élection, depuis le début de ce mandat en 2014. Donc, je vous rappelle un petit peu, on a donc enclenché une procédure de révision du plan d'occupation des sols pour le transformer en PLU. On a pu voter déjà une première fois le PADD, une seconde fois le PLU, puis il y a eu à la fois l'avis des partenaires associés qui a été demandé et requis, et enfin un commissaire enquêteur qui a pu recevoir tout un ensemble de réclamations sur différents points du PLU. Aujourd'hui, donc, le commissaire enquêteur a rendu son avis et nous avons, en fonction de son avis, procédé à plusieurs modifications qui vous ont donc été transmises. Sans revenir sur les 31 avis du commissaire enquêteur, j'aimerais simplement dire une évolution importante qui a été imputée au PLU après avis du commissaire enquêteur. Il s'agit des terrains que nous avions classés en zone agricole ou en zone à urbaniser, donc pas constructible tout de suite, et qui étaient des terrains qui étaient situés en bordure de voirie et qui étaient déjà viabilisés. Pourquoi au départ nous ne les avions pas classés en zone à urbaniser, en zone constructible? C'est tout simplement parce qu'en fait, notre bureau d'études nous avait clairement indiqué que nous disposions simplement de 20 hectares à mettre constructibles dans la cartographie de Vic. Et que donc, rendre ces terrains constructibles nous entraînait à dépasser ce seuil et du coup, à devoir enlever ailleurs des terrains qu'on avait classés constructibles. Donc c'est pour ça qu'on ne l'avait pas fait. Là où l'avis du commissaire enquêteur est important, c'est que le commissaire enquêteur a donc donné un avis en nous disant concrètement qu'il s'agissait d'un peu moins d'1 hectare supplémentaire et que donc c'était une marge de manœuvre que l'on pouvait s'autoriser. Du coup, les parcelles entières ou des parties de parcelles qui sont justement dans des zones proches du centre-ville et qui sont en bordure de voirie et viabilisées, ont été mises en zone constructible. Suite à la demande de certains particuliers qui ont été voir le commissaire enquêteur, qui du coup nous a rendu son avis, et du coup, dans un esprit de justice et d'équité, même ceux qui n'étaient pas venus mais qui étaient dans la même situation, on a élargi donc cette règle à eux-mêmes. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que c'est l'évolution que je dirais, je pense, la plus importante par rapport aux documents qui vous avaient déjà été présentés. Y a-t-il des questions sur ce point ?
Pas de questions? Y a-t-il donc des oppositions? Donc 5 oppositions. Y a-t-il des abstentions? Donc 5 oppositions. C'est bien ça. Donc, comme je le disais, 5 oppositions. Y a-t-il des abstentions? Une abstention. Monsieur Abadi. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer que le PLU est approuvé. Bravo à tous. C'est le résultat d'un long travail. Et effectivement, je tiens à préciser que M. Abadi étant intervenu dans le cadre de l'enquête publique, il est bien normal, ne participe pas au vote. C'est la raison, si je peux me permettre, de cette abstention. Il nous faut également voter sur le PLU 2 autres points. Il s'agit d'approuver l'instauration, qui était déjà active précédemment, du droit de préemption urbain sur le territoire. Y a-t-il des questions sur ce point? Non. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Et enfin, troisième point qu'il s'agit d'approuver, il s'agit d'approuver le permis de démolir et l'obligation de déclaration préalable pour la réalisation de clôtures. C'est une mesure qui existait déjà sous le plan d'occupation des sols. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Passons maintenant au point numéro 7, sur la suppression de la ZAC à Saint-Onis. Je donne la parole à Madame Chartrain. L'arrêté préfectoral du 19 novembre 1980 a créé une zone d'aménagement concerté sur un espace de 9 hectares au sud de la commune, secteur Saint-Onis. L'objet de cette zone d'aménagement concerté réside dans l'installation de bâtiments à usage d'activité. Celle-ci a été aménagée sous maîtrise d'ouvrage communal réalisée entre 1981 et 1986. Par délibération du 13 juin 1980 et 26 décembre 1980, la commune de Vic-en-Bigorre approuvait le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté et établissait le rapport financier justificatif du projet. Acquisition 560 000 francs, travaux, voirie, eau potable, assainissement, électricité, éclairage public, téléphone, aménagement des abords, provisions, 1 370 000 francs. Frais financiers, 330 000 francs. Frais divers, honoraires, frais de publicité et de commercialisation, 268 000 francs. Au moment de sa création, 3 hectares faisaient l'objet du projet d'aménagement. Un rythme minimum, 1,5 hectare par an, vendu, était l'hypothèse du développement pour cet espace. Aussi, il avait été acté que la ZAC serait entièrement commercialisée dans un délai de 5 ans. Une modification de ce périmètre a été réalisée par arrêté préfectoral du 24 février 1988 au motif que 3 hectares restaient invendus, soit 1/3 de la superficie de la ZAC. Par ailleurs, le quartier de Saint-Onis, dans lequel était incluse la ZAC, était constitué de 3 lotissements. Le lotissement des Peupliers de Saint-Onis, dans un secteur faisant l'objet de nombreuses demandes de construction d'habitations. Cette modification de la ZAC a également permis à la commune un échange de terrain pour la création d'installations sportives sur la zone des Arcalès, propriété l'INSEN. Les lots de la ZAC de Saint-Onis ont été commercialisés, à l'exception des terrains échangés précités sur lesquels la commune a installé depuis les jardins familiaux. Le SCOT du pays de Val d'Adour a approuvé le 3 février 2016
n'a pas dans son état des lieux identifié la ZAC de Saint-Onis ni considéré comme une zone d'activité économique. Le PLU de Vic en Bigorre, proposé pour approbation le 20 décembre 2016, pose alors les parcelles de cette emprise foncière en zone UC. Il appartient à l'autorité compétente pour créer la zone d'en décider la suppression, permettant ainsi au secteur concerné de retrouver un statut de droit commun. En effet, l'article R 311-12 du Code de l'urbanisme prévoit que la décision de suppression de la zone est prise sur proposition ou après avis de la personne publique qui a pris l'initiative de la création. La décision de suppression doit faire l'objet de mesures d'affichage et de publicité conformément à l'article R 311-5 du Code de l'urbanisme. Le dossier de suppression constitué de la délibération de suppression, du présent rapport et de plan de situation, de zonage et de périmètre sera mis à disposition du public en mairie pendant 1 mois. Y a-t-il des questions sur ce point? Madame Boiry. Simplement une précision financière à apporter. Malgré toutes les recherches des services communaux, il a été impossible, à partir des documents que l'on avait de 88, il a été impossible d'établir un bilan financier exact de cette ZAC. Merci. D'autres questions? Je vais donc soumettre ce point à votre vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 8, c'est un échange de parcelles et c'est encore Madame Chartrain. La commune est propriétaire de la parcelle cadastrée section AZ 82 d'une superficie de 6 824 m², classée en zone humide au POS. Cette parcelle fait l'objet d'un bail précaire signé le 4 avril 2003 avec un agriculteur qui l'exploite en maïsculture. Cet exploitant agricole est propriétaire de parcelles sises à proximité immédiate, dont la parcelle AZ 274, dans la nouvelle numérotation après numéro 436 dans la nouvelle numérotation après bornage, et d'une superficie de 4 054 m², classée en zone NC. Un échange de parcelles a été acté par délibération du 19 décembre 2013 et 11 décembre 2014, suite à une mise à jour de l'avis de valeur des domaines. L'office notarial local a été saisi pour finaliser la transaction. Lors de l'instruction, le notaire a relevé l'existence de la parcelle AZ 275, numéro 437 dans la nouvelle numérotation après bornage, en bordure de voirie communale d'une superficie de 65 centiares, propriété de l'agriculteur. Son fermier a dénoncé la formalisation d'une vente ou la création d'une servitude au bénéfice de la commune sur le fonds constitué par la parcelle ZN 275. Il a en effet indiqué qu'une procédure de libération perpétuelle avait été conduite dans les années 1990 par la commune et le géomètre local sur cette parcelle longeant le bord de la voirie. La commune a interrogé le géomètre ayant repris l'étude. Madame Cuvelier a retrouvé trace d'un document d'arpentage datant de 1996 et visant à l'élargissement de la voie. Néanmoins, aucun acte juridique n'a confirmé le transfert de propriété. La commune a communiqué ces éléments au notaire du propriétaire foncier et est restée dans l'attente des orientations du dit propriétaire durant de nombreux mois. Début d'année 2016, celui-ci a confirmé le projet d'échange des parcelles AZ 82 et numéro 274, 436 dans la nouvelle numérotation, avec la vente de la parcelle AZ 275, numéro 437. Pour finaliser le dossier, la commune a donc saisi le domaine pour disposer d'une mise à jour de l'avis de valeur pour les parcelles visées par l'échange et d'un avis initial pour la parcelle 275. Les avis de valeur sont valables 1 an.
La commune a été destinataire ce 20 décembre 2016 de l'avis de valeur mis à jour. Valeur de la parcelle AZ numéro 82, soit 6 824 mètres carrés au prix de 0,80 centimes, soit 5 459,20, arrondi à 5 500 €. Valeur de la parcelle AZ 274, 4 054 mètres carrés au prix de 80 centimes, soit 3 243,20 €, arrondi à 3 300. Valeur de la parcelle AZ 75, 74 mètres carrés au prix de 80 centimes, soit 59,20 €, arrondi à 60 €. Aussi, la commune avait précédemment approuvé les modalités d'échange, soit une soulte de 80 centimes d'euros au mètre carré pour le reliquat de la parcelle à échanger, 2770 mètres carrés, soit 2216 € arrondi à 2200 € à régler par le GFA du Berada. La commune propose d'acheter les 74 mètres carrés au prix soit 60 €. Aussi, la commune propose d'acter l'échange des parcelles AZ 82 et 274, l'achat de la parcelle AZ 275, bilan financier pour la commune dans le cadre de cet échange, 2140 € de soulte versée. Y a-t-il des questions sur ce point? C'est un point qui est juridiquement très complexe, mais qui est en réalité une réalité beaucoup plus simple. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 9, sur la convention relative à l'utilisation d'une bâche privée comme réservoir d'incendie. C'est encore une fois Madame Chartrain. Les parcelles concernées par le projet sont situées route de Tarbes, lieu-dit La Rouméga. Afin d'assurer la défense incendie de leurs parcelles et après avoir pris à tâche des services du SDIS, les consorts Lisouna Jean-Claude et l'indivision Loussalé, propriétaires des parcelles BC 361 et AZ 70, ont participé financièrement à part égale à l'installation d'une réserve d'eau d'une contenance de 60 mètres cubes sur la parcelle AZ 70. Pour que cet équipement soit intégré dans le service public de défense incendie, il convient de conventionner avec les deux propriétaires. Y a-t-il des questions sur ce point? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci d'avoir adopté ce point à l'unanimité. Point numéro 10, qui est pour information, Madame Boiry. La commune a participé au groupement de commandes engagé par la communauté de communes dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments publics. Dans ce cadre-là, je voulais souligner le travail en partenariat qui a été réalisé par le DST de la commune de Vic et le DGS de la communauté de communes. Donc, le prestataire qui a été retenu au dernier conseil communautaire est BG Signalisation, avec lequel... Pardon ? Donc, le prestataire retenu est BG Signalisation, avec lequel on commence à travailler pour le devis de réalisation de la signalisation dans le cadre de la mise en accessibilité de nos bâtiments publics. Donc nous avions provisionné un montant de 20 000 € et nous sommes actuellement à un devis que l'on doit étudier. Mais la proposition que l'on a est de 17 985,36 €. Y a-t-il des questions sur ce point? Non, donc c'était un point pour information. Point suivant sur l'intercommunalité.
Donc, vous savez que notre PCI, la communauté des communes Vic-Montané, fusionne avec les deux autres communautés de communes du nord du département, la Cara et celle de Val-d'Adour-Madiranais, au 1er janvier prochain. Il y aura donc 72 communes, 99 délégués communautaires, et la commune de Vic, qui est de loin la plus grande par sa population, aura 15 délégués communautaires. Pour information, Maubourguet en aura 7, Rabastens et Andrest en auront 4, Castelnau en aura 2, et les autres communes en auront 1, normalement leur maire. Il nous appartient donc de voter pour désigner les conseillers délégués, pour désigner les délégués communautaires. Le conseil municipal doit élire parmi les conseillers délégués sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes se fait à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Donc, 2 listes ont été déposées. Celle du groupe majoritaire est la suivante, donc reprenant les critères que je viens d'énoncer. Elle est composée donc dans l'ordre de moi-même, de Madame Boiry, de Monsieur Penn, de Madame Chartrain, de Monsieur Noguer, de Madame Boson, de Monsieur Joseph, de Madame Cardouat, de Monsieur Roucault, de Monsieur Madrona, de Madame Latrille, de Monsieur Fratta, de Madame Carrère, de Monsieur Abadi et de Madame Skrinsky. Voilà. 15 noms sur cette liste dans l'ordre donc des conseillers délégués sortants et dans l'ordre de la liste aux élections. En ce qui concerne le groupe minoritaire, donc le nombre, c'est le nombre de délégués sortants, donc il y a 3 noms, et dans l'ordre, donc en première position, Madame Saintille, en deuxième, Monsieur Curette, et en troisième, Monsieur Paul. Ainsi donc, les 3 noms, ce sont les 3 listes qui ont été dans la composition, les 2 listes, pardon, dont la composition a été vérifiée et validée avec la préfecture des Hautes-Pyrénées, donc pour être absolument certain de ces règles qui sont, je dois l'avouer, assez compliquées parfois. Encore plus compliquées que ces règles de liste, les règles de désignation des conseillers communautaires élus après ce vote. Je vais donc essayer de vous expliquer la règle de calcul du nombre d'élus, donc dans l'ordre de ces 2 listes. On part du nombre de votants. Normalement, nous serons 29. Le nombre de suffrages exprimés. Il faut d'abord calculer la majorité absolue. La majorité absolue, c'est-à-dire le nombre de suffrages exprimés divisé par 2. La liste qui obtient le plus grand nombre de voix, donc qui obtient la majorité, obtient la moitié de ces sièges, c'est-à-dire, on considère 8. D'accord ? Il reste donc 7 sièges sur les 15, en tout, à distribuer entre les 2 listes. Il faut alors calculer ce qu'on appelle le quotient électoral. Le quotient électoral, c'est le nombre de suffrages exprimés qui est divisé par le nombre de sièges restants à attribuer. Donc, dans notre cas, ce sera 7. Le nombre de suffrages exprimés divisé par 7. À partir de ce moment-là, on obtient le quotient, ce qu'on appelle le quotient électoral. Ensuite, il y a une répartition des sièges à pourvoir à la proportionnelle, c'est-à-dire qu'on prend le nombre de voix obtenues par la liste A et on le divise par ce quotient.
Ensuite, on prend le nombre de voix obtenues par la liste B et on le divise par ce quotient. À partir de là, on arrondit à la moyenne inférieure, enfin à l'entier inférieur, pardon, et on obtient une répartition proportionnelle des deux listes. On prend ensuite ce chiffre, on le compare au nombre de sièges à pourvoir, et on fait une soustraction. Et on voit ensuite le dernier siège, qui sera donc attribué à la liste qui aura la plus forte moyenne, c'est-à-dire qui aura la décimale la plus élevée après la virgule. Donc le dernier siège, c'est très compliqué. Juste, je préfère l'expliciter. Effectivement, c'est compliqué, mais c'est après renseignement ce que prévoit le code électoral. Donc, avant de procéder au vote, y a-t-il des questions sur ce point? Monsieur Curette. Oui, monsieur le maire. Bien, moi j'ai pour ma part également, parce que ce scrutin se déroulant à la majorité proportionnelle à la plus forte moyenne, j'ai les informations qui me viennent de l'Assemblée des communautés de France. Pour notre part, les informations dont je dispose, dont j'ai un mail qui est ci-joint ici, on prend le nombre de suffrages exprimés, c'est-à-dire 29 électeurs, sur le nombre de postes à pourvoir, 1,93, et puis on divise le nombre de suffrages obtenus par une liste et l'autre par 1,93, qui est le suffrage, qui est le quotient électoral, et on obtient le nombre de postes à pourvoir. Voilà quelle est l'information, la règle dont je dispose, et qui m'a été confirmée également par la préfecture. Bien. Là-dessus, sur ce point, je vais donner la parole à Madame la directrice générale des services, qui a également mené son enquête auprès de différentes autorités. Alors, je vous laisse la parole. Oui, juste une précision, Monsieur Curette. Pour le quotient électoral, vous prenez le nombre de suffrages exprimés que vous divisez par le nombre de sièges restants à pourvoir. Oui, à pourvoir. Donc 7 au cas d'espèce. Non, il n'appartient pas de raisonner, puisque les 8 premiers sont attribués, il convient de raisonner sur les 7 restants. La DCF, et ce que me disent la préfecture, c'est-à-dire que ce n'est pas sur le nombre, parce qu'il n'y a pas une majorité, c'est par rapport, parce que le scrutin a un tour, et donc il n'y a pas la moitié des sièges qui reviennent de droit à la liste qui a la majorité des sièges. Alors, si vous permettez, je vais vous montrer un exemple que j'avais sorti, qui est issu d'une référence de droit, qui précise bien que l'on part sur les 7 sièges qui restent à pourvoir et non pas l'intégralité des sièges. C'est pas l'information de justice. Voilà, il va bien falloir que l'on tranche, et lors du dernier scrutin municipal, nous étions partis sur le nombre de sièges restants à pourvoir et non pas le nombre de sièges global. Dans les conseils municipaux, on n'avait pas fonctionné comme ça tout à fait, puisque c'était sur le nombre de voix. Et si jamais nous avons eu 3 sièges au départ sur 12, c'est parce que nous représentions, ça avait été formulé que sous cette forme-là. Je rappelle qu'au départ, nous avions 3 sièges sur 12, et que nous n'avions pas pu, lorsqu'il y avait eu une augmentation du nombre de sièges de 12 à 18, nous ne pouvions pas présenter une liste complète, a fortiori, puisqu'il fallait présenter 8 noms non délégués communautaires, et donc la règle était la même à ce moment-là. Bien. Je vous propose, avant de passer au vote, simplement pour que Madame la directrice des services, vous puissiez présenter hors conseil municipal les éléments au groupe minoritaire, de suspendre la séance du conseil municipal pendant 2 minutes. Donc, c'est-à-dire que pas suffisamment le temps pour se lever ou faire autre chose, mais simplement 2 minutes, de manière à pouvoir, à ce que vous puissiez montrer ces éléments au groupe minoritaire. Et dans 2 minutes, je réouvrirai le conseil municipal. Je vous remercie. Je vais réouvrir le conseil municipal avant de votre observation. Le conseil municipal est donc réouvert. Madame Corsini. Alors, on a quand même une difficulté d'interprétation,
on n'a pas été informé, si ce n'est très tardivement, pendant le conseil municipal, des modalités d'organisation et de résultats du vote. Donc ça pose souci. Alors, ce qui va se passer, parce que, encore une fois, moi, si vous voulez, je suis tout à fait extérieur à ce mode de calcul. J'ai demandé à mes services de pouvoir expliciter le mode de calcul. Les services de la municipalité de Vic, après consultation à la préfecture, m'ont indiqué que ce serait ce mode de calcul. Je vous propose donc, nous allons procéder au vote. À l'issue de ce vote, le résultat des élections sera procédé avec ce mode de calcul, puisque c'est celui que mes services m'indiquent, celui que je décide. Et je vous propose ensuite, de toute façon ça ne changera rien au résultat du vote, c'est-à-dire le nombre de voix obtenues par chacune des listes, et je vous propose ensuite, vous, de voir avec la préfecture si effectivement les conséquences en termes de conseillers communautaires élus ou non élus sont appropriées. Moi, à ce stade, il faut, c'est le dernier conseil municipal de l'année, que nous élisions les conseillers communautaires. Nous procéderons au vote, nous annoncerons les résultats dans cette mesure, avec ce mode de calcul. Mais après, si il se trouve que l'État dit que ces informations étaient erronées, à ce moment-là, bien évidemment, nous l'accepterions. Mais à ce stade, vous comprendrez bien qu'il serait pour ma part tout à fait incohérent de ne pas suivre les indications que me donne la directrice générale des services après consultation de la préfecture. Monsieur Curette. Oui, moi je propose que, bien sûr, on passe au vote et on voit avec la préfecture quel est l'impact du vote sur le nombre de délégués de chacune des listes électorales. Mais je propose que ce soit vous qui le fassiez directement, parce que ça relève, avant que vous ne preniez la délibération mentionnant le nombre de délégués communautaires pour la liste, la majorité et la liste de la minorité, que ce soit vous-même qui saisissiez la préfecture à ce niveau-là. Alors, très bien, nous la saisirons. Donc je prononcerai les résultats. Avant de signer la délibération, je demanderai vérification à la préfecture. Mais si effectivement elle dit la même chose qu'aujourd'hui, voilà. Mais effectivement, on demandera vérification. Notre but n'est pas de contrevenir aux règles imposées par le scrutin. Au contraire, on essaie de les suivre et manifestement, elles ne sont pas simples. Voilà. Monsieur Curette. D'après ce que j'ai compris avec Mme Orr, c'est qu'on a un désaccord sur l'interprétation de la loi, ce qui fait qu'il n'y a pas au départ la majorité de la liste qui obtient la majorité n'a pas la majorité des sièges. En tout cas, ce n'est pas l'information dont je dispose, qui m'a été communiquée directement par la DCF. Juste, Monsieur Curette, je vous ai fait copie de l'article L262 qui précise qu'au premier tour, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de 4 sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de 4 sièges à pourvoir. Cette attribution est opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sous réserve de l'application des dispositions du 3e alinéa. Donc, en fait, la divergence que nous avons, c'est sur c'est sur la lecture de l'article 262, qui précise bien qu'en cas de majorité absolue, il y a 2 faits. Pour Vic-en-Bigorre, en tous les cas, il y aurait 8 délégués directement désignés. Ensuite, la proportionnelle s'opérerait sur les 7 autres délégués, avec, en cas de siège résiduel, la plus forte moyenne d'opérer. Écoutez, moi, bien, donc on fera exactement dans cet ordre-là, c'est-à-dire vote, prononciation, déclaration des résultats, et ensuite vérification auprès de la préfecture avant signature de la délibération. Je vais donc il m'appartient de présider ce vote. Je vais désigner pour le groupe majoritaire mon premier adjoint Jean-Paul Penn en tant qu'assesseur, et je demande au groupe minoritaire de désigner un assesseur, Madame Corsini. Et en ce qui concerne le secrétaire de séance, je vais donc désigner ma deuxième adjointe, Madame Sylvie Boiry. On peut donc passer au vote, un vote avec urne et isoloir pour respecter les règles démocratiques absolues. Voilà. Je vous remercie.
Bien, mesdames et messieurs, nous venons donc de procéder au vote des délégués communautaires de la future communauté des communes. La liste, donc le nombre de suffrages exprimés est de 29. La liste du groupe majoritaire a obtenu 23 votes et la liste du groupe minoritaire en a obtenu 6. À partir de là, et selon les calculs retenus sous confirmation de la préfecture, nombre de votants 29, suffrages exprimés 29, la majorité absolue est de 14,5. La liste majoritaire a obtenu 29 voix, soit 79,31% des suffrages. 23 voix, pardon, excusez-moi, soit 79,31% des suffrages. La liste minoritaire, 6 voix, soit 20,69% des suffrages. 8 sièges sont donc attribués dans un premier temps à la liste majoritaire parce qu'elle a recueilli plus de la moitié des suffrages. Il reste donc 7 sièges à répartir à la proportionnelle. Le calcul du quotient électoral est le suivant. Il s'agit du nombre de suffrages exprimés sur le nombre de sièges à pourvoir, soit 29 divisé par 7, ce qui donne 4,14285714. À partir de là, le nombre de voix obtenues par la liste majoritaire sur le quotient électoral donne un résultat de 5,55172414. Celui de la liste minoritaire, c'est-à-dire 6 voix divisé par le quotient électoral, est de 1,4482, ce qui donne donc 5 sièges pour la liste du groupe majoritaire et 1 siège pour la liste du groupe minoritaire. Reste encore 1 siège à pourvoir. Ce siège à pourvoir est pourvu selon la règle de la plus forte moyenne, c'est-à-dire le nombre de voix obtenues par la liste majoritaire, donc 23, divisé par 5 plus 1, c'est-à-dire le nombre de sièges pourvus dans un deuxième temps pour la liste majoritaire, plus 1, le nombre de sièges à pourvoir, ce qui donne 5,6. Pour ce qui concerne la liste du groupe minoritaire, c'est-à-dire le nombre de voix de la liste minoritaire, 6, divisé par le nombre de sièges qu'elle a eu dans les restants à pourvoir, 1, plus le nombre de sièges à pourvoir, 1 de plus, c'est-à-dire divisé par 2, c'est-à-dire 7. 7 étant plus grand que 5,6, ce siège est attribué donc à la liste du groupe minoritaire. Il y aura donc, selon cette règle, 13 sièges, 13 délégués communautaires pour la liste majoritaire et 2 pour la liste du groupe minoritaire. Si on veut bien me redonner la liste. Sont donc élus selon cette règle. Moi-même, Madame Boiry, Monsieur Penn, Madame Chartrain, Monsieur Noguer, Madame Boson, Monsieur Joseph, Madame Cardouat, Monsieur Roucault, Monsieur Madrona, Madame Latrille, Monsieur Fratta et Madame Carrère pour le groupe majoritaire. Pour le groupe minoritaire, Madame Saintille et Monsieur Curette. Comme indiqué avant le vote, avant de signer la délibération pour officialiser ce vote, nous demanderons donc confirmation au service de la préfecture. Voilà. Je vous remercie pour ce point. Je voudrais simplement ajouter pour ma part, puisque je profite de la présence de la presse à ce conseil municipal, pour dire que j'avais eu l'occasion de m'exprimer dans la presse pour manifester mon adhésion à une des 2 candidatures à la présidence de la future communauté des communes. Et aujourd'hui, je souhaite, après m'être entretenu avec le groupe majoritaire auprès de l'un et de l'autre des candidats, je souhaite, pour ma part, réitérer mon soutien pour une gouvernance collégiale et équitable sur le plan de l'ensemble du nouveau territoire à la candidature de Frédéric Ray. J'appellerai également, comme il se doit, aux élus du groupe majoritaire à aller dans mon sens. Monsieur le maire. Madame Corsini. Une observation, le groupe d'opposition regrette que nous n'ayons pas été invités lors de la visite de Monsieur Ray pour présenter son projet au groupe, au conseil municipal vicois. Nous n'avons pas été convoqués, donc nous n'avons pas eu connaissance effectivement
de la part de M. Ray de l'exposé de son programme. Je rappelle que nous sommes conseillers municipaux et que nous devions être invités, tout comme nous l'avons été quand M. Curette a présenté son projet. Écoutez, madame, il appartient à M. Ray de présenter son programme aux personnes de son choix. En l'occurrence, et lors de cette réunion, s'il vous plaît, en l'occurrence, lors de cette réunion, il m'avait demandé de réunir le groupe majoritaire. Il avait spécifié le groupe majoritaire. S'il avait ensuite voulu parler à tout le monde, il aurait pu le faire. Il vous appartient de régler ce point avec lui, pas avec moi. Ça s'est fait dans les locaux de la mairie, monsieur le maire. Oui, bien sûr, il est normal de recevoir... Et devant le conseil municipal. Non, madame, devant le groupe majoritaire, mais je vois que... et si vous souhaitez recevoir quelqu'un d'autre dans les locaux de la mairie, comme conseillère municipale, vous en avez tout à fait loisir. Il suffit de demander pour réserver la salle, il n'y a aucun problème. C'est quand même normal que ça se fasse dans les locaux de la mairie, excusez-moi. Bien, ce point ayant été voté, passons au point numéro 12, ayant précisé bien sûr que le mandat des communautés, des conseillers communautaires débutera donc au moment de la première réunion du nouveau conseil communautaire. Et de même, le mandat des anciens conseillers communautaires prendra fin à ce moment-là. Point numéro 12, sur la concession de cabanes de chasse. Rapporteur, monsieur Abadi. Oui, donc, par délibération numéro 13 du 18 décembre 2009, le conseil municipal avait approuvé la concession de la cabane de chasse dans la parcelle numéro 46 au temps d'arrêt au bénéfice de M. Alain Aranda pour une durée de 9 ans. La commune a été saisie le 24 octobre d'une demande de résiliation de son bail à compter du 1er janvier 2017. Donc, il sera question d'approuver cette demande de résiliation de cabane de chasse. Y a-t-il des questions sur ce point ? Pas de questions. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Point adopté à l'unanimité. Passons maintenant au point numéro 13, dans la section des travaux, sur un point sur les travaux de voirie, dont le rapporteur est M. Joseph, et dont peut-être les éléments seront complétés par la suite par Mme Boiry. Donc juste une information pour vous dire que les travaux engagés sur les voiries et les rues qui ont été annoncés sont, pour ainsi dire, terminés. Ont été réalisés le chemin Pétchot, la rue de Sillac, la deuxième partie du château d'eau, la rue du château, de Château d'eau, pardon. L'impasse Latour a été réalisée, la rue Jeanne d'Albret, la rue de l'Église, les ruelles attenantes, la rue du Foirail, la place du Foirail, et le total des opérations a été réalisé pour un montant dans le budget prévu de 225 700 €. Reste aujourd'hui en termes de budget une enveloppe de 11 655 €. Et donc, complément d'information de Mme Boiry sur l'utilisation de ces 11 000 et quelques euros. Donc, il reste sur enveloppe prévue 11 655 € et nous vous proposons de faire un avenant d'augmentation de périmètre pour rajouter dans les travaux la rue du Corfranc-Pommiès, pour laquelle on a un devis d'un montant de 11 454,48 € qui nous permettra de rester dans l'enveloppe et de rajouter une rue supplémentaire. Précision, la rue du Corfranc-Pommiès, c'est la petite rue entre la rue Thiers et la place du Corfranc-Pommiès. Y a-t-il des questions sur ce point ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci beaucoup. Donc on a également un avenant de prolongation de délai, s'il vous plaît. C'est ce que je viens de faire voter. L'augmentation de périmètre. D'accord, c'est l'augmentation de périmètre, voilà. Donc, qui était justement sur l'augmentation de périmètre de cet avenant pour justement pouvoir réaliser la rue du Corfranc-Pommiès. C'est ceci que je soumets au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci. Point adopté à l'unanimité.
Point numéro 14, sur l'achat d'une balayeuse communale, et je cède la parole à Monsieur Noguer. La commune a lancé une consultation dans le cadre d'une procédure adaptée pour l'achat d'une balayeuse compacte de 4 mètres cubes. La consultation a été clôturée le 16 décembre 2016 à 12h. L'ouverture des pistes est réalisée le même jour à 17h. Il sera présenté le résultat de la consultation pour validation de l'achat de ce nouvel équipement. Y a-t-il des questions sur ce point? Madame Bory. Une précision, nous sommes au stade d'une procédure de négociation. Nous allons faire venir la balayeuse, la faire essayer, tester par nos équipes techniques avant de valider la proposition d'achat. Y a-t-il d'autres remarques ou questions sur cette balayeuse? Y a-t-il des oppositions? Vous avez raison. Donc, point suivant, un point sur les secteurs des ressources humaines. Point numéro 15, sur le contrat de service enfance, Monsieur Penn. Nous avons délibéré ce soir sur le renouvellement d'un contrat à durée déterminée sur une quotité de 25 heures semaine. Il s'agit de pourvoir au remplacement d'un agent qui a renouvelé, qui a demandé la prorogation de sa mise en disponibilité pour 2017, prorogation qui lui a été accordée. Donc l'Assemblée doit se prononcer sur le renouvellement de ce contrat qui va être attribué au même agent qui a entièrement satisfait la collectivité. Y a-t-il des questions sur ce point de ressources humaines? Y a-t-il des oppositions? Abstentions? Merci pour ce vote à l'unanimité. Point numéro 15.2 sur le renouvellement d'un poste contractuel d'adjoint d'animation deuxième classe. Alors, il s'agit de soumettre à l'Assemblée délibérante le renouvellement d'un poste et pas de reconduire un poste sur un agent d'animation de deuxième classe sur une quotité de 20 heures semaine. Pourquoi renouveler le poste et pas reconduire? Parce que l'agent nous a fait savoir ce vendredi qu'elle ne souhaitait pas le renouvellement de ce contrat. Donc il ne s'agit pas de reconduire, mais de renouveler le contrat, et la collectivité, si l'Assemblée délibérante accepte ce renouvellement pour répondre aux quotas d'encadrement imposés par la CAF et la DSPP, délibère, lancera la procédure de recrutement. Y a-t-il des questions sur ce point? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Nous passons maintenant aux questions diverses et informations. Il y en a 3. J'en rajouterai 2 autres avant de laisser la parole à ceux qui veulent ajouter une question. La première, c'est l'inauguration du cheminement, l'Estrade. Donc nous sommes en attente de date pour communiquer, que la famille l'Estrade nous communique ces dates pour planifier l'inauguration. Voilà. Donc dès qu'on a un retour sur les dates, on planifiera l'inauguration. Je précise bien entendu que l'intégralité du conseil municipal sera conviée. Deuxième point sur l'inauguration de la salle Gilbert Dasque. Donc, une date a été actée. Il s'agit du 9 janvier 2017 à 19h. Et bien entendu, l'ensemble du conseil municipal est convié. Enfin, en ce qui concerne les vœux de la municipalité, ils auront lieu le 16 janvier 2017 à 19h30 au gymnase Ménoni. Et là, non seulement l'ensemble du conseil municipal, mais l'ensemble des Vicois sont conviés. Les vœux se clôtureront par un verre de l'amitié et la traditionnelle galette des rois. Madame Corsini.
Monsieur le maire, une observation concernant le tableau des maires de la commune de Vic-en-Bigorre, qui est incomplet à ce jour puisque ne figure pas sur le tableau le nom de Jean Border. Donc nous suggérons qu'effectivement le tableau soit complété par la position du nom du maire de Jean Border qui a officié en tant que maire de la commune de Vic. Alors, juste un point, Madame Corsini. J'ai précisé qu'avant de passer aux questions diverses, il y avait les 3 points plus 2 points que je souhaitais ajouter. Je vous prierai d'un minimum d'attention pour que je puisse au moins terminer mon propos et je répondrai à votre question par la suite. Donc, mon 4e point, il s'agit de la date de l'inauguration des travaux qui ont été effectués, dont on a parlé, au centre-ville, puisque il y a l'intégralité des rues de l'intracanal, je dis rue et pas allée, de l'intracanal plus la place du Foirail, qui ont été effectuées et qui font que l'intracanal retrouve de sa superbe qu'il avait perdue depuis des années, des décennies, bien avant que beaucoup d'entre nous soyons même nés. Donc, de ce point de vue, il me semble intéressant, et sur proposition justement de l'entreprise qui a réalisé les travaux, que nous puissions faire une inauguration dans laquelle non seulement la totalité du conseil municipal sera invité, mais aussi l'ensemble des riverains ou des curieux. Je précise que c'est sur proposition de l'entreprise qui souhaite offrir elle-même ce verre de l'amitié, justement pour inaugurer l'ensemble de ces rues. Et enfin, le dernier point, avant les questions diverses, il s'agit tout simplement de dire que, profitant également de la présence de la presse, et si la presse souhaite faire une photo des nouveaux conseillers communautaires, elle le pourra en fin de conseil. Et donc ceux qui ont été élus sur la base du calcul avancé à confirmer pourront s'en rapprocher si la presse le souhaite. J'en ai terminé Sauf qu'on n'a pas déterminé, monsieur le maire, qui était définitivement élu. Si, j'ai dit sous réserve de. C'était très clairement expliqué, sous réserve de, c'est ce que ça veut dire. Mais en l'occurrence, nous sommes réunis pour la dernière fois cette année, aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne ce tableau, effectivement, ce tableau s'arrête au mandat de monsieur Miqueux. Je vous ferai remarquer que, effectivement, monsieur Border, mais moi-même non plus, ne figurons pas dans ce tableau. Peut-être qu'un jour, il faudra le refaire. Je vous avoue que ça ne m'a pas paru comme étant une des priorités de ce mandat. Néanmoins, je prends note de ceci. Et sachez du coup que si j'ajoute le nom des 2 prochains maires, c'est-à-dire celui de monsieur Border et le mien, personne ne pourra donc y voir une preuve de narcissisme puisque c'est à votre demande. Madame Boiry. Pour ma part, j'avais demandé également à l'entrepreneur qui avait gravé sur la plaque en bas de me faire un devis en 2015 pour que le nom de Jean Border et le nom de Clément Ménet soient rajoutés. À ce jour, j'attends toujours le devis de l'entreprise, qui est l'un de vos 2 collègues. Merci de votre précision, Madame Boiry. Y a-t-il d'autres questions ? Moi, je vais être... Madame Saint-Tille. Oui, je vais être sur 2 points très terre-à-terre. Ça fait plusieurs mois que nous n'avons pas de casier en tant qu'élus municipaux à la mairie. Donc, je voudrais savoir quand des casiers seront mis à notre disposition, puisque nous n'avons aucune information à ce sujet. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, en tant qu'élus à Vic, nous souhaiterions pouvoir bénéficier d'une visite des locaux qui ont été réaménagés, puisque officiellement nous n'en avons pas ni accès ni connaissance. Alors, je vous rappelle que vous pouvez librement circuler dans les locaux de la mairie, sauf dans les bureaux nominatifs, mais en tout cas, vous pouvez tout à fait, comme conseiller, circuler librement. En ce qui concerne les casiers, ils sont déjà installés, donc je vous invite à en prendre possession dès la fin de ce conseil municipal. Et si vous voulez une visite guidée de l'ensemble des parties qui ont été rénovées, eh bien, c'est avec plaisir qu'on pourra organiser ça. Écoutez, quand vous le voulez, mais peut-être pouvons-nous profiter de l'inauguration de la salle pour faire d'une pierre deux coups, puisqu'il y aura une inauguration officielle à laquelle je viens de convier, j'ai bien précisé, l'ensemble du conseil municipal. Y a-t-il d'autres questions ? Eh bien, je vous remercie et le conseil municipal est clos. Passez tous d'excellentes fêtes de fin d'année.